Chapitre 14, Temps et relativité restreinte. Troisième partie. Revenons d'abord sur la formule t égale t0 sur racine de 1 moins v sur c au carré. 1 moins v sur c au carré est toujours inférieur à 1 et supérieur à 0 puisque v est toujours inférieur à c. Donc comme cette partie est inférieure à 1, ça veut dire que l'ensemble ici est toujours supérieur à t0. Donc le temps t mesuré, ou temps impropre, est toujours supérieur au temps propre. C'est pour cela que l'on parle de dilatation des temps, puisque t est toujours supérieur à t0. Nous allons maintenant étudier trois exemples pour utiliser cette relation entre le temps propre et le temps impropre. Premier exemple, celui des trains. Donc un train circule à une vitesse donc de 360 km/h, ce qui fait 360 divisé par 3600 fois 1000, ce qui donne 100 mètres seconde moins 1. Donc V sur C sera égal à 100 divisé par 3,00, si on prend trois chiffres significatifs pour les deux expressions ici et ici, fois 10 puissance 8. Ce qui donne 3,33 fois 10 puissance moins 7. Si on calcule alors racine de 1 moins v sur c au carré, la précision de la calculatrice, donc l'affichage de la calculatrice, qui nous donne 10 chiffres significatifs, nous donnera une valeur égale à 1, c'est-à-dire que la variation est au-delà de la 9e décimale. Donc, dans les cas où les vitesses sont relativement faibles par rapport à la vitesse de la lumière, on considère que t est à peu près égal à t0, ce qui est le cas pour les trains. Deuxième exemple, les satellites GPS. Donc, nous voici sur Terre. Donc, pour connaître notre position avec les GPS, nous utilisons les données envoyées par 3 GPS, au moins 3 GPS, dont le capteur de notre récepteur GPS peut récupérer les signaux. Donc c'est l'horloge des GPS, et par triangulation, qui va nous permettre de déterminer notre position exacte à une précision à peu près égale à 10 mètres. La vitesse des GPS, V, est de 3,90 si on prend trois chiffres significatifs, kilomètres par seconde. Donc, ce qui donne une valeur de V sur C, donc qui fait 3,9 fois 10 puissance 3, divisé par 3,00 fois 10 puissance 8, V sur C est égal à 1,30 fois 10 puissance moins 5. Observons maintenant, calculons maintenant plutôt l'écart entre t et t0 sur un jour solaire, c'est-à-dire 24 heures, soit une valeur de t qui est égale à 24 fois 3600 secondes, c'est-à-dire 86 400, c'est-à-dire 8,64 fois 10 puissance 4 secondes. Donc nous allons déterminer delta t qui est égal au temps mesuré moins le temps propre, ce qui donnera l'écart entre t et t0. Tout d'abord, on sait que t est égal à t0 sur racine de 1 moins v sur c au carré.
ce qui nous donne T0 est égal à T facteur de racine de 1 moins V sur C au carré. Donc, T moins T0 est égal à T moins T fois racine de 1 moins V sur C au carré. Si on factorise, on obtient T facteur de 1 moins racine de 1 moins V sur C au carré. Si on remplace, donc on obtient T moins T0 est égal à 8,64 fois 10 puissance moins 4 fois 1 moins racine de 1 moins, alors je reprends, 3,90 fois 10 puissance 3 sur 3,00 fois 10 puissance 8 au carré. Si on fait le calcul, on obtient T moins T0 est égal à 7,30 fois 10 puissance moins 6 secondes, c'est-à-dire T moins T0 est égal à 7,30 microsecondes. On peut se dire 7,3 millionièmes de seconde sur un jour, c'est pas beaucoup. Mais si on mesure la distance parcourue par l'onde, petit d, pendant ces 7,3 fois 10 puissance moins 6 secondes, l'onde émise par les GPS qui va être reçue par notre capteur, on obtient C fois cette valeur T moins T0. Si on remplace, on obtient 3 fois 3,00 fois 10 puissance 8 fois ce fameux 7,30 fois 10 moins 6 secondes. Ce qui va nous donner 2,19 fois 10 puissance 3 mètres, c'est-à-dire 2,19 km. Donc, en une journée, si les GPS ne corrigent pas l'écart dû à la relativité restreinte, la différence entre la position réelle de la personne et la position donnée par GPS sera de 2,19 km, ce qui est complètement incompatible avec la fonction des GPS. Il faut donc impérativement que le GPS prenne en compte cette variation due à la relativité restreinte. De plus, pour votre culture personnelle, il faut savoir qu'il y a un autre effet temporel qui agit sur le temps mesuré sur le GPS, c'est la relativité générale. Cet effet s'oppose à l'effet de la relativité restreinte, mais cette fois-ci, il est beaucoup plus important, ce qui fait qu'on aura quand même un écart considérable. Donc, pour qu'un GPS fonctionne bien, il faut qu'il prenne à la fois en compte l'écart dû à la relativité restreinte et l'écart temporel aussi dû à la relativité générale. Donc nous, pour notre exercice, nous n'avons calculé que l'écart dû à la relativité restreinte. Dernière étape, les muons. Les muons sont des particules qui sont créées dans la haute atmosphère. Au contact de l'atmosphère, les rayons cosmiques vont créer des particules qui seront des muons. Ces muons ont une durée de vie très courte. La durée de vie du muon, T0, est égale à 2,20 microsecondes. Ces muons vont extrêmement vite. La vitesse des muons est égale à 0,998 fois la vitesse de la lumière. Si on ne prend pas en compte l'effet relativiste, alors ce T0, pour préciser, ce T0 correspond à ce qu'on appelle la demi-vie des muons, demi-vie, c'est-à-dire le temps au bout duquel la population de muons va être divisée par 2. En général, on peut considérer qu'il n'y a quasiment plus de muons, que la quantité de muons est négligeable,
au bout de 10 fois cette demi-vie. Donc déterminons la distance parcourue si on ne prend pas en compte l'effet relativiste, c'est-à-dire si le temps propre est égal au temps mesuré. Donc on aurait L est égal à T0 fois 0,998 fois C. Donc si on remplace, on obtient L égale 2,20 fois 10 puissance moins 6 fois 0,998 fois 3,00 fois 10 puissance 8. On obtient une distance parcourue, L, égale à 660 mètres. Ce qui voudra dire qu'au bout de 660 mètres, la quantité de muons produit est divisée par 2. Donc si on prend 10 fois ce temps, c'est-à-dire qu'on obtiendra 10 fois sa longueur, donc pour une longueur grand L égale à 6,6 km, la quantité de muons sera complètement négligeable. Or, on se rend compte qu'on détecte un grand nombre de muons au niveau du sol, c'est-à-dire beaucoup plus bas que la haute atmosphère, donc beaucoup plus loin qu'au bout de 6,6 km. Donc, il faut bien prendre en compte l'effet relativiste. Calculons maintenant le temps mesuré de la demi-vie du muon. T est égal à T0 sur racine de 1 moins donc V sur C au carré, c'est-à-dire 0,998 au carré. Donc T0 est égal, alors si je remplace T0, ce qu'on va faire tout de suite, on obtient 2,2 fois 10 moins 6, et donc on calcule T qui va être égal à 3,4 fois 10 puissance 5, c'est-à-dire 34,8 microsecondes. Alors je dis 3. Je reprends. T va être égal à 3,4 fois 10 puissance moins 5 secondes, ce qui donne 34,8 microsecondes. Donc si on calcule cette fois-ci la distance L parcourue par les muons pendant ce temps T, on obtient L égale T fois 0,998 fois C. On remplace et on obtient 10,4 fois 10 puissance 3 mètres, c'est-à-dire 10,4 km. Donc c'est-à-dire qu'au bout de 10,4 km de parcours, la moitié des muons a disparu. Donc si on multiplie par 10, ça fait quand même 100,4 km, ce qui est beaucoup plus important que l'épaisseur de l'atmosphère. Donc effectivement, si on prend en compte les effets relativistes, on a bien des muons qui arrivent, une quantité importante de muons qui arrivent au niveau du sol. On considère approximativement qu'il y a 400 muons par mètre carré et par seconde qui arrivent au niveau du sol.